Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Hirondelle Tchad, Studio Tamani du Mali, Studio Kalangou du Niger et Studio Yafa du Burkina Faso, tous des médias de la Fondation Hirondelle. Bienvenue dans la seconde partie de ce débat qui a pour thème Jeunes et fake news, influenceurs et activistes, remparts ou vecteurs de la désinformation. Pour cette deuxième partie réservée au public, nous accueillons Gisèle Otomi. Bonsoir Gisèle. Bonjour Sekou et bonsoir cher public. Est-ce que ça va? Parce que je ne vous sens pas trop. Si vous êtes content, alors faites un peu de bruit quand même. D'abord, nous allons prendre les questions par série de 3. Et avant de poser la question, veuillez vous présenter et s'il vous plaît, soyez court et précis. Je commence par devant ici. Bonsoir à tous. Alors moi je réponds au nom de Habib Saleh. Je suis en administration et je suis en niveau 2. Peut-on responsabiliser les plateformes numériques pour la montée de la désinformation dans le pays du Sahel? Je suis Mohamed Mouine Mohamed. Je suis un étudiant à l'université Mekoussi, option administration et gestion des hôpitaux. Ma question est la suivante. Pourquoi les fake news, autrement dit les fausses informations, ont-elles souvent plus de succès que les infos vérifiées? Merci pour la parole accordée. Je suis Betty Amin Alifa, étudiant en communication. Ma question, c'est quel outil recommandez-vous aux étudiants pour vérifier la véracité d'une information? Merci. Nous avons déjà 3 questions. Nous allons répondre avant de prendre d'autres questions. Merci Gisèle. Alors, la première question, peut-être on va laisser le choix aux invités qui voudraient répondre à cette première question de Madame Habiba. Peut-on tenir pour responsable les plateformes numériques, la montée de la désinformation dans le Sahel? Alors, qui voudrait répondre à cette question? Moi, je dis oui parce que les plateformes qui sont coincées aux États-Unis ont énormément de réglementations et ils savent, et surtout l'algorithme où ils ont conçu, ils orientent vers des zones. Il y a des zones où eux-mêmes là-bas, ils ne mettent pas de restrictions. C'est free. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Avec quel âge, à partir de... Même les mineurs, je veux dire, peuvent créer des comptes, écrire des choses. Mais par exemple, dans leur pays, aux États-Unis, les applications sont vraiment restreintes. Il y a énormément de restrictions, ne serait-ce que tu es dans les États-Unis. L'algorithme, quand signifie que tu es aux États-Unis, il y a des restrictions que tu ne peux pas faire. Avec TikTok, quand TikTok indique que quand tu es en Chine, il y a automatiquement des réglementations, il y a des restrictions naturelles qui viennent, qui ne te permettent pas de faire certaines choses. Donc je dis oui, parce qu'ils peuvent restreindre, ils peuvent vraiment réduire cette violence qui est en train de se faire. Franchement, moi, j'ai une crainte. Parce que la liberté, entre la liberté d'expression et la liberté, le droit à l'information, la ligne est très mince. Essayer de réglementer aujourd'hui Internet et les réseaux sociaux, moi, je dis souvent, bon vent. Je vois pas qui peut faire ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est sensibiliser les gens. Aux jeunes, leur apprendre ce qu'un esprit critique. C'est-à-dire, lorsqu'on a une information, on se pose des questions. Est-ce que cette information est vraie? Et comme je l'ai dit tantôt, les médias sont là pour ça. C'est des gens qui sont formés pour informer. Ce n'est pas n'importe qui de sa salle, de sa salle à chambre à coucher ou de son salon qui peut se vertuer journaliste et informer les gens. Donc, c'est qu'il faut faire très attention. Moi, je ne vais pas vivre en Chine. Je vais vivre au Tchad, c'est très libre. On a des façons de faire pour arriver à non seulement sensibiliser les gens et à aussi canaliser tout ce qui se dit sur Internet. Il ne faut pas prendre les jeunes pour des débiles mentaux. Ils savent si c'est vrai ou c'est faux. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est éduquer, sensibiliser. Et je pense qu'on l'a dit au début aussi, ça concerne tout le monde. Et bien sûr, le gouvernement, l'autorité publique est la première responsable. Mais elle seule n'arrivera pas. Et ça demande les médias, ça demande l'éducation. Tout à l'heure, quelqu'un a dit l'éducation au numérique, l'éducation aux médias.
Donc c'est le problème qui concerne tout le monde, c'est un enjeu social et politique. Et un autre intervenant souhaite savoir pourquoi est-ce que les fake news ont le plus souvent plus de succès que les infos vérifiées. Les fake news ont plus de succès tout simplement parce que les jeunes se laissent aller à du sensationnel. Quand un influenceur commence à partager quelque chose, il commence par parfois une courte vidéo ou bien des images qui ont trait un peu à la sexualité, à des trucs comme ça, pour attirer l'attention des jeunes avant de faire passer son message. Alors que celui-là, cet influenceur qui veut passer les bonnes informations, le gars il est sérieux, il passe directement. Je parle comme les jeunes, il passe directement à l'information qu'il veut véhiculer, sans faire appel forcément à tout ce qui est sensationnel. Alors que les fake news, c'est d'abord le sensationnel, on attire l'attention. Et tout à l'heure, Corée a parlé d'algorithme. Quand tu likes déjà une, deux fois les mêmes publications, le même contenu, automatiquement, les plateformes te génèrent le même contenu. Et c'est les mêmes informations, c'est les mêmes fake news. Et on est là prêt à liker, à partager sans vérifier est-ce que la source est fiable ou pas. On s'en fout. Il suffit que ça fasse lire ou il suffit que je sois le premier à partager ou à liker. Et là, franchement, c'est dangereux. Je veux très rapidement rebondir sur l'intervention du confrère en disant que la réglementation est possible au Tchad. Les plateformes, c'est l'État qui les a autorisées. L'État peut très bien décider, par exemple, de suspendre ou bien de supprimer TikTok ou bien Facebook au Tchad. Si on a une réglementation sérieuse, on peut le faire. Aujourd'hui, je suis au Tchad. Si j'active VPN pour, par exemple, me retrouver aux États-Unis, je ne vais pas avoir le même contenu que je vois ici au Tchad. Parce que selon les plateformes, je me retrouve aux États-Unis. Donc, l'État peut très bien réglementer l'utilisation des réseaux sociaux. Comme je l'avais dit, il s'agit de l'avenir de nos jeunes. Et le dernier intervenant, lui, il demande quel type d'outils vous recommandez aux étudiants pour vérifier la véracité d'une information. Abdraman? Moi, je pense que quand il y a une information, il faut tout de suite aller vérifier sur le canal officiel. Il y a des journaux officiels qui publient des informations. En général, moi, naturellement, je fais comme ça. Et par ailleurs, il y a des sites en ligne qui vérifient des vidéos, par exemple, qui ont été créées à travers le IA, par exemple. S'il y a une vidéo qui est créée par IA, même il y a un logiciel Google, il suffit juste de mettre la vidéo et il va t'indiquer si la vidéo a été publiée quelque part ou c'est une vidéo qui est générée par IA. Et c'est pareil pour les informations. Je reviens sur la deuxième question où il a posé pourquoi le fake news a plus d'impact. Pour moi, les gens qui publient le fake news, ils ont plus de vie parce qu'ils publient en premier et ils publient dans la rapidité. Et ils publient sans vérifier, par exemple. Le journal officiel, ils ont des restrictions, ils partent pour vérifier si l'information est déjà vraie, publiée, ils prennent 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps avant de revenir. Et les influenceurs, ils publient pour vraiment montrer leur crédibilité. Et c'est là, après, il y a des influenceurs qui reviennent pour supprimer, d'autres qui gardent malgré que c'est vraiment faux. Madame Salia voudrait ajouter quelque chose? Je voulais, en fait, par rapport à la question sur les outils recommandés. Habituellement, quand vous recevez une information, le premier réflexe doit être d'abord, est-ce que la page à partir duquel vous avez trouvé l'information est certifiée? Si la page est certifiée, vous allez voir, par exemple, il y a un bleu comme un tic là qui est collé à la page. Si, par exemple, la page est sécurisée, donc si la page est sécurisée dans l'URL, vous allez voir le HTTP là, à la fin, il y a un S. Donc, c'est une page vraiment sécurisée. Il y a également un autre élément, on appelle toutes les pages qui font la vérification de l'information, on les appelle les fast-checking. Donc, dans ces fast-checking-là, vous rentrez, ne serait-ce que dans Google, vous demandez les top 10, par exemple, des fast-checking. Ça vous donne une liste. Parce que cette information, à l'instant T, on peut vous donner, je peux vous dire, par exemple, il y a France 24 qui le fait. Ça, peut-être il y a quelques années en arrière. Mais si vous allez vérifier, parmi les top 10, vous n'allez peut-être pas trouver France 24. Donc, il faudrait bien procéder à des recherches vous-même. Vous allez trouver vraiment le meilleur parmi les fast-checking et puis vous allez vérifier les informations. Gisèle? Le monsieur en blanc. Ok, bonjour à tous et merci pour ce débat de taille. Et ma question est la suivante, sans pourtant porter des commentaires. Mon nom c'est Eouli Isaac Lionel. Les influenceurs ont-ils une responsabilité éthique lorsqu'il s'agit de publier des contenus suivis par des milliers de jeunes? Merci.
Bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir accordé la parole. Je réponds au nom de Masrour Ahmed Sakin, étudiante en première année en administration et gestion des hôpitaux. Ma question est de savoir comment un jeune peut-il réagir lorsqu'il constate de fausses informations circulent dans un groupe WhatsApp familial ou amical. Merci. Alors, merci beaucoup pour la parole accordée et merci également pour cette très belle occasion. Je m'appelle Ali Adam Douda, étudiante en communication L2. Alors, ma question est la suivante. Quels sont les risques pour un pays comme le Tchad si les fake news dominent l'espace public? Voilà, nous avons 3 questions. C'est le moment de répondre avant de prendre d'autres questions. Isaac Lionel souhaiterait savoir si les influenceurs ont une responsabilité éthique. Oui, Bello? Bon, justement, les influenceurs n'ont aucune responsabilité éthique. C'est ça la différence entre être un influenceur et un journaliste. Un journaliste, il a des responsabilités. Il doit obéir à certains critères de l'information. L'influenceur n'est pas un journaliste pour faire véhiculer de l'information d'intérêt public. Il faut que tout le monde comprenne ça. Les médias et les journalistes sont là pour ça. Et nous devons tous nous mettre pour éduquer les jeunes, pour que les jeunes écoutent l'information là où ils devaient l'écouter. À la radio, il y a des médias officiels qui sont là, qui ont une salle de rédaction, qui ont des journalistes qui vont chercher l'information, qui la traitent et qui la diffusent. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est assis dans son salon et qui raconte tout et n'importe quoi. Faites la différence. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose, M. Toydoum? Sinon, on passe à la deuxième question. Mademoiselle s'interrogeait sur la réaction d'un jeune face à une info qui porte à confusion. Comment un jeune peut-il réagir face à une information qui porte à confusion, M. Toydoum? Ok, merci. Je suis d'accord avec Bello. Les influenceurs n'ont pas une responsabilité éthique, néanmoins ils ont une responsabilité morale. En tant qu'être humain, on doit se dire, est-ce que ce qu'on partage ne va pas influencer négativement sur mes abonnés? Donc il y a cette responsabilité-là. Mais il est possible, la Hama dispose d'un document d'éthique et de déontologie journaliste. On peut très bien avoir une réglementation également pour les influenceurs sur le territoire tchadien et alors ça deviendra une responsabilité éthique à ce moment. Maintenant, pour la question de la jeune dame, moi jeune, quand je reçois une information dans une plateforme WhatsApp ou bien en ligne, si c'est familial, la première des choses, c'est d'aller checker pour voir est-ce que c'est du fake ou pas. Si c'est du fake, je prends la bonne source d'information, je viens partager dans le même groupe WhatsApp pour dire, chers parents, attention, mais cette information n'est pas vraie. Si je suis par exemple, juste un exemple, hein, je suis un Kanembou et qu'il y a un fake news concernant les Kanembou pour dire, par exemple, les Gourans ont détruit le champ des Kanembou quelque part, avec une image du Nigeria ou bien du Niger, il est de ma responsabilité d'aller checker rapidement et puis revenir dire non, ce n'est pas ça, cette information est fausse. Peut-être qu'il y a eu des altercations, mais pas des attaques. C'est pour éviter une violence, parce que pour mes parents, par exemple, qui n'ont pas accès à l'outil Internet, ils peuvent facilement prendre cette information et venir pour réagir. Mais un jeune qui n'a pas ces connaissances, qui ne peut pas checker, quelle attitude doit-il avoir? C'est pour cette question que tout à l'heure j'avais parlé de l'enseignement de tout ce qui est de l'éducation numérique à tous les niveaux. Dès le collège jusqu'au milieu universitaire, les responsables des établissements universitaires et secondaires, l'État, les ONG, les associations ont cette responsabilité-là. Nous avons cette responsabilité d'éduquer, de former nos jeunes pour qu'ils arrivent à faire ce travail. Oui, pour déjà un jeune qui ne connaît pas les outils, le mieux, qu'est-ce que moi je fais, moi en tant que jeune? On a souvent un ami qui s'y connaît mieux. D'aller vraiment demander juste à cet ami de nous vérifier et de nous renvoyer, et on peut l'envoyer dans le groupe. Mais qu'est-ce que je fais encore quand je suis sur les réseaux sociaux? Je signale d'abord ce contenu et je me désabonne sur la page. Pourquoi? Parce que quand on s'abonne à la page, on lui donne plus de visibilité et c'est ça qui fait que en juste ajoutant followers à followers, ça fait que ça m'identifie et ça donne plus de visibilité. Donc en signant là, ça réduit déjà la visibilité. Et en même temps, en me désabonnant, ça fait que les gens qui me connaissent ne peuvent plus voir déjà ces contenus. Les risques pour un pays comme le Tchad si jamais les fake news dépassent les infos vérifiées? Moi, avant de revenir sur la troisième, je vais rebondir sur la première, s'il vous plaît. Je pense que la responsabilité des influenceurs, les influenceurs
sont aussi des personnes qui contribuent énormément dans notre société. Par exemple, au Tchad, il y a des jeunes qui contribuent à travers leur page qui est saine, qui ont énormément de followers. À cause d'eux, qui ont eu des évacuations de gens qui sont gravement malades. À cause d'eux, ils ont eu énormément de conflits qui ont été résolus. À cause d'eux, il y a eu énormément de voix qui ont été entendues. Je pense que les influenceurs, il faut les catégoriser. Il y a énormément d'influenceurs qui ont été positifs, qui ont joué un rôle très important dans notre société et il faut les rendre hommage à travers votre micro. Et pour la troisième question, le risque des fake news, je pense que pour un pays comme le Tchad, les fake news peut générer énormément de problèmes. On en subit là actuellement des problèmes communautaires qui ont été commencés sur le fake news. Par exemple, il y a eu des familles, comme il a indiqué mon ami, il y a des familles qui ont attaqué des familles et il y a eu de morts la nuit. Il y a un audio qui a circulé dans le WhatsApp qui a poussé des gens à prendre des armes et venir tuer d'autres. Et en vérité, il n'y a jamais eu cette guerre. Et c'est très dangereux. Et nous, actuellement, moi par exemple, actuellement, j'ai eu vraiment de peur pour les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas des outils de contrôle et les différentes frontières de nos pays sont vraiment en menace. Bon, écoutez, qu'est-ce qui menace? C'est la cohésion sociale, la paix civile. On a besoin de la paix pour se développer. On a besoin de plein de choses pour se développer. On n'a pas besoin de problèmes pour avancer. Donc, je pense que sur ce plan, fondamentalement, c'est la cohésion sociale qui peut être menacée par toutes ces... Et je le répète encore, c'est les journalistes et c'est les médias qui informent mieux et plus que tous les autres. Merci. On nous signale que nous avons encore la possibilité de prendre une dernière liste. Alors, Gisèle. Bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir accordé la parole. Moi, je réponds au nom de Mariam Adam Idriss. Et ma question est de savoir quelle est la responsabilité des influenceurs face à la propagation des fake news. Allez-y, monsieur. Bon, je réponds au nom de Roassum Michael. Je suis étudiant en économie, L3. Ma question est la suivante. Comment distinguer un activiste engagé d'un activiste manipulateur qui diffuse intentionnellement la rumeur? Merci. Bonsoir, je réponds au nom de Foufa Boye Abraham, étudiant en communication. Ma question est la suivante. Comment éviter que le débat entre les jeunes activistes ne se transforme en conflit ou en discours extrémiste? Merci. Je crois que la première question a été déjà répondue, donc on va donner la parole à une autre personne. Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Tchouktambi Mayo Espoir et je suis un étudiant en économie, licence 3. Ce que je voulais savoir, c'est que les fake news surtout, voilà, les influenceurs au Sahel, je ne sais pas, ils participent souvent à cette, ce qu'ils appellent l'éveil de la jeunesse du Sahel, voilà. Donc, est-ce que le financement reçu du continent européen n'est-il pas une façon de vous soutenir, voilà, à contrer la prise de conscience au Sahel? Est-ce que vous pouvez répondre à votre question, s'il vous plaît? Ma question, c'est est-ce que le financement reçu du continent européen n'est pas une façon de vous soutenir à contrer la prise de conscience au Sahel? Alors, la première question de la différence entre un activiste engagé et un activiste manipulateur, c'est ça, hein? Quelle est la différence? C'est ce que notre cher monsieur voudrait savoir. C'est bien la question? Oui, ok. Qui veut répondre à ça? Écoutez, un activiste engagé, c'est quelqu'un qui a une cause juste et qui la défend de façon démocratique. Il a le droit de l'exprimer sans être réprimé. Par contre, un activiste manipulateur, c'est celui qui profite pour dire des mensonges, qui propage des fausses nouvelles, je pense que des fausses informations, et qui s'appuie sur ça pour, on ne sait pas, sa cause personnelle, ce n'est pas une cause peut-être qui impacte la société en général. Donc moi je pense que c'est ça la différence entre les deux. Et puis il n'a pas le droit de le faire parce que c'est à l'encontre des règles d'information. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Ok, sur comment les distinguer, comment distinguer vraiment les vrais des faux. C'est que déjà les faux,
lors de leur publication, si vous les suivez continuellement, vous arrivez à détecter qu'eux-mêmes se contredisent dans ce qu'ils disent. Parce que quelquefois, ils sont tellement pressés de publier l'information que quand ils reviennent republier, maintenant, quand la vraie information passe, il y a déjà, vous arrivez à détecter déjà qui ne se comprend pas ou bien qui n'est pas cohérent déjà dans ce qu'il dit. Or que le vrai, il a un sujet et il a vraiment une ligne éditoriale qu'il respecte et vous pouvez très clairement voir que c'est une suite de tout ce qu'il dit. Comme les médias, les gens qui s'imposent comme médias aujourd'hui que nous aimons trop suivre. Souvent, il dit ça le matin et quand la vraie information passe, il essaye de changer, mais vous pouvez voir cette nuance. Donc, c'est ce qui peut faire que vous pouvez distinguer facilement les deux. Alors, une autre personne souhaite savoir comment éviter que les débats entre jeunes activistes se transforment en conflit. Oui. Alors, c'est souvent assez difficile de dire comment éviter que les débats entre les activistes se transforment en conflit. Ça renvoie un peu à l'éducation de base, à la question de sensibilisation. Sans cela, on ne pourra pas dire, ce sont des échanges, donc respectons les avis des autres, mais quand c'est du fait, il faut qu'on fasse savoir à la personne que c'est du fait. Et comment utiliser la non-violence pour atténuer les effets des débats entre les activistes. Je crois qu'il n'y a que la sensibilisation, il n'y a que l'éducation civique, numérique, qui peuvent aider à contrer ce genre de dérapage quand deux ou plusieurs activistes s'affrontent sur certains sujets. Mais le plus souvent aussi, c'est sur des questions politiques, parfois confessionnelles ou bien ethniques ou régionalistes. Et à ce niveau, c'est très difficile parce qu'on tire sur des ficelles, sur des fibres là, pour se faire la guerre. Donc la seule façon, c'est de promouvoir la non-violence dans ce genre de débat pour pouvoir éviter. Alors la dernière question, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Je pense que pour le problème de comment éviter ces débats, et surtout que ces débats ne dégénèrent pas, en général au Tchad, quand même les activistes les plus et les influenceurs les plus suivis, quand ils parlent de leur famille ou quand ils parlent de religion, ils prennent automatiquement du camp. Et ça, c'est pas bien. C'est le constat que j'ai fait. Moi, personnellement, j'ai d'ethnie, j'ai des familles, mais quand les gens parlent de ma famille, de mon ethnie, moi, je regarde le Tchad. Vous voyez le Tchad, vous voyez plus grand, vous voyez l'Afrique, vous voyez le monde. Ne rabaissez pas, surtout quand on attend directement votre famille ou votre religion ou votre communauté ou votre province, votre ville est citée quelque part et vous tombez bim pour vraiment changer et perdre tout. Donc, ayez des casquettes vraiment plus grandes pour vraiment supporter tout ça. Et pour distinguer les faux et les vrais activistes, je vais revenir sur ça un peu, parce que c'est difficile, comme il a mentionné mon ami, mais je vous assure, il n'y a pas vraiment, réellement, le vrai activiste. Ça n'existe pas. Les activistes que vous voyez, qu'on voit tout le temps, ce sont des gens, en général, qui ont des objectifs très précis pour eux, et des objectifs, ils veulent les atteindre coûte que coûte. Et les suiveurs, les followers qui sommes nous, on ne comprend pas. On suit une personne, subitement, un bon matin, il devient une autre personne. Ça veut dire que même au début, il a une autre face. Il a des objectifs qui sont cachés. La grande partie, je vous assure. Tout le monde. Il n'y a pas des activistes qui ont des objectifs très précis, honnêtes, qui respectent l'engagement. C'est comme les politiques. C'est comme les hommes politiques, au fait. Quand on le suit, ils nous disent ce qu'on veut voir, ce qu'on veut écouter. C'est juste ça. Merci. Alors, merci. La dernière question, c'est est-ce que le financement que nous recevons de l'Europe ne vise pas à empêcher une prise de conscience? Si je ne m'abuse, je ne vois pas tellement le lien avec la thématique de l'émission, mais je ne sais pas si quelqu'un parmi vous voudrait répondre. Oui. Est-ce que se faire aider ou se faire avoir de l'aide de notre pays ou de notre continent fait de nous des gens qui sont contre son pays ou contre son continent? Je ne pense pas. Donc peut-être que la question serait de est-ce que nos médias sont bien financés? C'est peut-être la cause des financements. Et pourquoi ne pas se faire aider par les autres lorsqu'il faut faire du bon travail? Alors je pense que c'est pas parce qu'on se fait aider par les autres qu'on propage de la mauvaise information ou qu'on propage. On est pour la personne qui a financé. Donc il faut distinguer ça, s'il vous plaît.
moi, je voulais dire que quand on voit le mal partout, c'est qu'il y a un problème. Il faudrait vraiment être d'abord objectif. Toutes les institutions qui lèvent des financements, en réalité, même eux, ils ont des flagships. Ils ont des flagships. Et dans ces flagships, si aujourd'hui vous avez vous avez donné l'exemple de l'Union européenne, si l'Union européenne combat la désinformation, et puis au niveau du Tchad, il y a une institution qui combat la désinformation, c'est une raison de plus de venir en aide, de partager ces financements pour que à la fin on ait un résultat. Parce que pour nous, c'est ça le véritable problème au niveau du Sahel actuellement. Parce que cette désinformation a créé vraiment au sein des jeunes un véritable problème. Il y a ceux qui pensent que derrière tout ça, il y a la Russie, il y a ceux qui pensent que derrière tout ça, il y a l'Ukraine, il y a ceux qui pensent que derrière tout ça, il y a la France, il y a ceux qui pensent, il y a ceux qui pensent. Mais essayez vraiment de descendre d'abord pour analyser et voir. Qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Si aujourd'hui, dans ma famille, on a un problème, je ne vais pas dire que non, c'est vraiment le voisin qui a influencé. Non, ce n'est pas comme ça. Essayons d'abord d'être réalistes et objectifs et d'analyser vraiment en profondeur pour que vous ne soyez pas peut-être le véritable blocus de votre développement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Une toute dernière. Juste 15 secondes. J'ai travaillé pendant plusieurs années j'ai géré des projets financés par l'Union européenne, l'AFD et consorts. Au grand jamais, on m'a appelé pour dire bon, chef de projet, il faut que telle information passe l'autre au détriment de l'autre. Au grand jamais, Bayern m'a appelé pour me demander ça. Tout ce qu'on finance, c'est pour sensibiliser nos États africains, surtout au Sahel, n'ont pas encore intégré l'éducation civique et l'éducation numérique dans leur quotidien. Donc il faut bien qu'il y ait des partenaires extérieurs qui viennent nous appuyer à faire ce travail. Sans ce financement, on ne serait pas là en train de faire cette émission qui, pour moi, est une sorte de sensibilisation à l'endroit des jeunes. Donc il faut vraiment qu'on ne prenne pas les choses vraiment à chaque fois du mauvais côté. Ce n'est pas toujours le cas. Merci. Et merci beaucoup. Je pense que nous sommes au terme de cette émission, Alice. Effectivement, c'est cool. Nous sommes au terme de cette deuxième partie de l'émission. Merci beaucoup à nos invités pour le déplacement. Merci beaucoup, cher public. Vous avez eu des interventions pertinentes qui ont contribué à enrichir le débat. Merci également à vous qui êtes restés à l'écoute. C'est la fin de cette deuxième partie qui s'est intéressée aujourd'hui aux influenceurs et les fake news, remparts ou vecteurs dans notre société. Nous étions à l'université Emi Koussi de N'Djamena au Tchad. Merci également à l'équipe technique de Studio Hirondelle Tchad. À la prochaine pour d'autres coproductions.